à tous, je suis ravie de vous retrouver sur TV7 pour un nouveau numéro de votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous partons au musée Unterlinden pour découvrir l'objet du mois de mai aux côtés de Lucie Mosca. Après avoir étudié l'usage des couleurs dans l'art au fil des siècles, elle nous propose cette fois-ci de considérer l'art comme un vecteur des qualités humaines. Parce qu'il peut par exemple inspirer le courage ou la charité, mais également susciter des réflexions sur la société dont il est issu. De même et plus particulièrement au cours du dernier siècle, l'art reflète l'état de celui ou celle qui le crée. Il peut être exutoire ou preuve d'amour. Souvent présenté de manière décontextualisée dans les musées, l'art est majoritairement analysé selon son style. Lucie Mosca nous invite donc à nous rappeler que les œuvres que nous observons ont été imaginées par des êtres humains pensant au sein d'une société structurée. On a l'habitude de replacer les œuvres d'art dans leur contexte de création, c'est-à-dire le contexte économique, le contexte politique, le contexte sociologique éventuellement, dans lequel elles ont été créées, mais parfois on peut oublier de les remettre aussi dans le contexte qui est celui des mentalités. Au Moyen-Âge, les œuvres d'art reflètent vraiment les valeurs de la société parce que l'individu est partie d'un groupe. Tandis qu'à la Renaissance, on a une individualisation progressive et les œuvres d'art reflètent donc aussi bien les mutations de la société que le point de vue de l'artiste en particulier. Et enfin, au XXe siècle, on est dans des sociétés qui sont complètement individualistes, et bien l'œuvre d'art va refléter le cheminement personnel de l'artiste, sa vie, son enfance, son éducation et également sa personnalité. On peut commencer avec cette gargouille intitulée du diable aux Juifs qui provient de l'église Notre-Dame de Rouffach. C'est une gargouille qui a été sculptée vraisemblablement vers 1300. Revenons un instant sur la situation des Juifs au Moyen-Âge en Alsace. Rouffach fait partie de l'évêché de Strasbourg et les Juifs sont persécutés, sont chassés de Rouffach. Beaucoup d'entre eux viennent se réfugier à Colmar. Colmar, on les accueille à bras ouverts parce que les Juifs doivent payer dans les villes un impôt spécial et accueillir une population juive, c'est donc finalement faire entrer de l'argent dans les caisses de la cité. Cependant, les Juifs n'ont pas droit de bourgeoisie. Ça signifie qu'ils ne peuvent pas avoir un atelier d'artisanat, qu'ils ne peuvent pas posséder la terre. Ils ne peuvent occuper aucune fonction sociale, militaire ou civile. À l'inverse, les chrétiens, eux, n'ont pas le droit de pratiquer des activités n'engageant que l'argent sans qu'elle soit la rétribution d'une activité commerciale ou agricole. C'est-à-dire que les chrétiens n'ont pas le droit de pratiquer le prêt à intérêt, ce qu'on appelle l'usure. Donc les Juifs qui, eux, n'ont pas le droit de travailler la terre ni de faire de l'artisanat, eh bien, on va leur laisser cette activité-là. Les Juifs sont considérés extrêmement négativement par les petites gens parce que ce sont ceux à qui on emprunte l'argent et donc ceux à qui on doit rembourser l'argent. Par-dessus cela, on va ajouter l'enseignement de l'Église chrétienne qui assimile les Juifs au diable. Pourquoi ? Parce que les Juifs ont refusé de reconnaître le Christ comme étant le Fils de Dieu. Or, si on se met dans la peau d'un homme du Moyen-Âge, le Christ est aussi réel que n'importe quel être humain. Le diable est donc aussi réel que n'importe quel être humain. Or, l'objectif du diable est de précipiter l'humanité à sa chute. Donc ce diable trouve une incarnation en la personne des sorcières ou en la personne des Juifs, par exemple. Donc finalement, on a ce ressentiment à l'égard du Juif. Comme il n'a pas le droit de s'établir en ville, on va lui donner des signes distinctifs qui permettent de le reconnaître. Par exemple, le Judenhut, c'est ce que l'on a ici sur cette gargouille du diable aux Juifs. Notre personnage juif porte un petit chapeau conique et jusqu'au XVe siècle au moins, il est le signe distinctif permettant de reconnaître un Juif en Alsace. Le Juif est souvent représenté dans les sculptures ou les peintures avec une bourse bien garnie puisque, nous l'avons expliqué, l'usure est souvent sa principale activité économique. Donc c'est ainsi qu'on peut le reconnaître et on voit ici que le diable est en train de tenir le Juif en son giron puisque le diable et le Juif sont associés au Moyen-Âge par l'Église chrétienne.
Nous avons en France 500 communes, à peu près 4000 paroisses, qui portent le nom de Saint-Martin. Saint-Martin est en effet l'un des saints les plus populaires depuis le Moyen-Âge et on va essayer de comprendre pourquoi. Saint-Martin a vécu au IVe siècle de notre ère, c'est un soldat romain. Il s'est ensuite converti au christianisme et il a converti une grande partie de la Gaule. Il est ensuite devenu ermite, notamment dans la région de Milan, et pour finir, il est devenu évêque de Tours. Il est décédé de mort naturelle de vieillesse. Sur la sculpture de Saint-Martin provenant de la collégiale Saint-Martin de Colmar, sculpture qui a été réalisée vers 1300, on voit Saint-Martin en train de découper la moitié de son manteau pour la donner à un pauvre homme qui gît sur le sol. Saint-Martin fait preuve de charité. C'est en fait la principale vertu qui est mise en avant au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il y a 7 vertus chrétiennes, 4 vertus qui sont appelées les vertus cardinales et qui doivent diriger les actions des chrétiens, la justice, la tempérance, la prudence ou la force d'âme par exemple, et 3 vertus qui sont appelées les vertus théologales et qui, elles, doivent orienter la relation des hommes à Dieu. Ce sont la foi, l'espérance et la charité. Et dans la scène de Saint-Martin qui partage son manteau avec le pauvre, eh bien, on a ces 3 vertus théologales en même temps. C'est-à-dire que le pauvre espère qu'on le réchauffe. Saint-Martin se souvient des mots de l'Évangile où Saint Matthieu décrit qu'il faut nourrir celui qui a faim, désaltérer celui qui a soif, vêtir celui qui est nu. Et Saint-Martin fait preuve de charité. C'est pour cela qu'on a tant cherché à mettre en avant Saint-Martin parce qu'il fait preuve de charité. Ensuite, l'histoire de Saint-Martin est intéressante parce qu'il fait preuve de charité avant sa conversion. Lorsqu'il donne la moitié de son manteau à un pauvre homme grelottant de froid, il est encore un soldat romain. Il n'est pas encore baptisé. C'est évidemment supposé inspirer, là encore, les chrétiens. Enfin, Saint-Martin est représenté à partir de la fin du XIIe siècle, comme sur notre sculpture, à cheval. Parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on a l'émergence des valeurs de la chevalerie et le chevalier doit vivre en accord avec les vertus chrétiennes et il doit défendre les pauvres et les opprimés. Progressons un petit peu dans le temps pour arriver à la Renaissance et penchons-nous sur la mélancolie de Cranach qui a été peinte en 1532. Cette mélancolie vient faire écho à la gravure de Dürer, Mélancolia, qui a été réalisée, elle, en 1514. Si l'on regarde la gravure de Dürer, la mélancolie représente la mélancolie des artistes ou des scientifiques qui sont incapables, malgré toutes les connaissances humaines, d'atteindre la sagesse ou de percer les secrets de la nature. Dürer le disait lui-même, « Ce qu'est la beauté absolue, je l'ignore ». Tout au long du Moyen-Âge, la mélancolie était extrêmement dévalorisée, c'était une affliction, c'était une maladie, la mélancolie. Et elle est remise en valeur au moment de la Renaissance par les humanistes pour qui la mélancolie est un trait essentiel du génie. Et c'est ce que l'on peut voir dans la gravure de Dürer. Le message de Cranach, lui, est complètement différent. Cranach est très proche de Luther. Or, pour Luther, la mélancolie, comme la tristesse, comme les épidémies, viennent de Satan. Et c'est ce qu'illustre Cranach ici. La mélancolie a pris l'aspect d'une belle jeune femme blonde, de cheveux dénoués, vêtue à la mode de la cour de Saxe, où est établi Cranach à partir de 1505. Maintenant, si on regarde la composition à partir de cette jeune femme qui représente la mélancolie. Elle a des ailes d'ailleurs, peut-être est-ce un ange déchu. Il y a 2 lignes obliques qui partent. L'une part vers le haut et vers la gauche et on voit au bout de cette ligne oblique un nuage noir avec des personnages chevauchant boucs et truies représentant la lubricité, la concupiscence. Ils sont en train de se diriger vers un sabbat de sorcière. Et si on suit l'autre ligne oblique qui part de la mélancolie, eh bien on arrive là à une sphère et ensuite à un lévrier qui est lui extrêmement calme. Donc la mélancolie se trouve finalement entre ces 2 extrêmes. La mélancolie est désœuvrée. Elle est en train de tailler un bâton de bois pour s'occuper. Ou peut-être taille-t-elle un bâton de bois
pour se fabriquer une baguette de sorcière et rejoindre le sabbat des sorcières qui est derrière la fenêtre. À l'arrière-plan, on a aussi des petits poutis, des petits garçonnets potelés qui sont en train de jouer à l'escarpolette. L'escarpolette, c'est la balançoire. Et vous voyez ce petit pouti sur son escarpolette, dont on ne sait d'ailleurs où elle est attachée, c'est très mystérieux, qui est en train d'osciller entre le sabbat des sorcières et la mélancolie. Peut-être est-ce finalement la personne atteinte de mélancolie qui est tentée, on va dire, par la concupiscence, la lubricité du sabbat de sorcière. Luther préconise, pour lutter contre la mélancolie, de prier d'une part, et d'autre part de manger et boire en quantité raisonnable. Donc la nourriture et la coupe placée sur la table pourraient être cette exhortation à la prière et à la juste mesure dans la nourriture et la boisson afin de lutter précisément contre la mélancolie. Il y a là beaucoup de choses à interpréter et aujourd'hui peut-être n'avons-nous pas toutes les clés pour les interpréter, mais ce qui est intéressant c'est que cela nous montre que Cranach a d'une part une connaissance très fine des théories humanistes de son temps puisqu'il est capable de répondre à Dürer qui est son mentor et qui a vécu à la génération précédente, et d'autre part il est également proche de Luther et de la réforme luthérienne et il arrive également à illustrer les préceptes de Luther. Parlons à présent de sculptures réalisées au XXe siècle et qui reflètent donc la personnalité profonde de l'artiste. Simone Boissec est née à Alger, d'une mère algérienne et pianiste, et d'un père breton, poète. Elle a donc été élevée dans la contradiction, dans la confrontation entre les idées d'Orient et les idées d'Occident, entre un père qui défend la langue et la culture bretonne alors qu'il ne parle pas le breton, d'un père qui défend les indépendantistes kabyles ou bretons par exemple, un père qui collectionne l'art premier et qui revendique sa part d'homme sauvage, un père qui l'élève aussi dans une religiosité profonde parce qu'il a une veine un petit peu mystique. Donc tout ceci vient former le terreau sur lequel se construit l'œuvre de Simone Boissec. Si on regarde par exemple sa sculpture Le Soleil, qui date de 1953, c'est une sculpture sur laquelle on voit un soleil rayonnant, envahissant. C'est l'écrasant soleil d'Alger dont elle se souvient. Et de l'autre côté, eh bien, on voit une croix qui est en quelque sorte absorbée par ce soleil. Donc on a ici à la fois une évocation de son enfance en Algérie, à la fois une évocation de cette religiosité dans laquelle elle a été élevée. Cette dualité, cette confrontation, on la retrouve dans de nombreuses sculptures de Simone Boissec. Par ailleurs, cette sculpture s'inspire du poème d'Aimé Césaire, Soleil coup coupé, publié en 1948. Si on regarde maintenant une autre sculpture de la même période, le Faune de 1956, c'est une période que l'on appelle la période sauvage. Donc on y voit un faune, petit visage souriant, avec deux grandes cornes de tailles différentes qui convergent l'une vers l'autre. On retrouve donc la dualité et la confrontation, et on retrouve aussi le lien à la poésie, puisque le faune, dans la mythologie, vient souffler des poèmes aux écrivains et aux poètes. Enfin, si on sort de la période sauvage, en 1988, Simone Boissec réalise une grande sculpture intitulée Le Défi, qui, elle, évoque ses conflits vis-à-vis de sa mère, où l'on voit une grande forme sur la gauche qui représente l'autorité maternelle dominante et une petite forme sur la droite qui est l'énergie rebelle de l'enfant. Simone Boissec n'a pas appartenu directement au groupe des surréalistes, en revanche elle les côtoie et elle est face à la même inquiétude vis-à-vis de l'avenir que les autres jeunes artistes de sa génération. Et cette inquiétude face à l'avenir, eh bien, on la retrouve dans ces formes un petit peu inquiétantes, ces formes hybrides, peut-être inspirées parfois de la mythologie, mais qui témoignent d'une certaine inquiétude vis-à-vis de l'avenir. Cette période sauvage prend fin avec la naissance de ses filles. On va s'orienter vers des formes peut-être un peu plus sensibles, plus apaisées, plus poétiques, avec moins de rugosité, moins d'inquiétude. Mais on voit bien là en quoi l'œuvre de Simone Boissec se nourrit à la fois de sa personnalité, à la fois de son éducation et à la fois des préoccupations de son temps.
Si vous souhaitez découvrir les collections du musée Unterlinden aux côtés de Lucie Mosca, sachez que ces prochaines visites auront lieu ce jeudi 17 mai autour de cette thématique de l'art comme vecteur des qualités humaines, puis le 7 juin pour le dernier rendez-vous de cette saison. Pour participer à ces visites, il est impératif de vous inscrire au 03 89 20 22 79 ou par mail à l'adresse réservation@musée-unterlinden.com. Un supplément de 4,50 € vous sera demandé. Voilà, Curiosité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'exposition Trésors oubliés de Marbach à Colmar, à l'église des Dominicains. En attendant, salut!